En 1876, les chantiers navals de Glasgow lancent un nouveau navire, le Marlborough, un fameux trois-mâts fin comme un oiseau, avec une coque en fer, long de 70 mètres et commandé par un équipage de 29 hommes. Pendant les 14 années qui suivent, le Marlborough va effectuer 14 traversées d'immigrés entre Londres et la Nouvelle-Zélande. Le 11 janvier 1890, il part de Lyttelton, chargé de viande et de laine, en direction de la capitale anglaise. Mais il disparaîtra lors de la traversée sans laisser de traces. Mais 23 ans plus tard, en 1913, un navire anglais se rendant à Lyttelton aperçoit au large du Cap Horn un navire désemparé. Celui-ci ne répondant pas à ses signaux, le capitaine décide de s'en approcher et de l'aborder. Quand les matelots montent à son bord, une découverte macabre les attend. Le pont est entièrement recouvert d'une moisissure verte et à bord se trouve une vingtaine de squelettes humains. Le plus étrange est que chacune des victimes semble encore se trouver à son poste. Tu sais, t'es prévisible à force. Cette histoire est fausse et elle a été débunkée dès 1914. Tu sais, à un moment, c'est plus drôle de savoir que dès que tu vas raconter une histoire incroyable, elle est forcément fausse. Ok, alors, on va dire que dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous expliquer que les vaisseaux fantômes ne sont pas une légende et qu'il existe même des navires officiellement affrétés pour les traquer et les couler. Désolé, mais j'y crois pas. Tu vas encore nous raconter une belle histoire et à la fin, tu vas nous regarder en silence avant d'avouer que c'est pas vrai. Pas aujourd'hui. Mais avant d'attaquer le vrai, commençons par la légende. Les mers et les océans sont un milieu impitoyable et j'ai beaucoup de respect pour les marins, surtout ceux qui naviguaient il y a 100 ans et plus. Mais même si aujourd'hui on est tenté de se dire que les bateaux et les méthodes de navigation modernes nous ont permis de dompter les océans, on compte en fait encore une centaine de naufrages par an. Et je parle pas de coques de noix, je parle de navires commerciaux, de porte-containers et autres tankers. Donc déjà, à une époque où les balises Argos ou même simplement la radio n'existaient pas, quand un navire faisait naufrage, il était perdu sans espoir de savoir ce qui lui était arrivé. Ensuite, par gros temps, l'océan n'offre que peu de visibilité. Entre la pluie battante, le vent, les creux de plusieurs mètres, les bancs de brouillard, le bruit, et surtout le stress, on va essayer de ne pas s'étonner que des matelots abreuvés aux légendes croient voir au loin des choses qui n'existent pas. Une légende tenace chez les marins est celle du vaisseau fantôme. Un navire maudit, condamné à errer sur les océans, conduit par un équipage de squelettes, de fantômes ou de morts-vivants, mais aussi souvent l'apparition spectrale d'un navire que l'on sait disparu, si possible dans des circonstances tragiques. Et on va, bien entendu, commencer par le plus célèbre d'entre eux. Ouais, parce que si je passe un extrait de la musique, je vais me faire claim, alors j'improvise. Bien entendu, vous avez tous en tête l'image du Hollandais volant des films de Disney. Cette épave, menée d'une main de fer par Davy Jones et qui sème la terreur sur les mers, alors que son rôle devait être d'accompagner les hommes morts en mer dans leur dernier voyage. J'aime connaître l'origine des légendes et je vous avouerai que je suis parfois attristé par les réactualisations qui en sont faites par le cinéma. Alors, certes, c'est comme ça que marche la culture, les mythes évoluent et on n'y peut rien, mais je trouve ça dommage que des légendes aussi riches que celles dont on dispose soient édulcorées jusqu'à la fadassitude absolue, ou mélangées dans un gloubi-boulga indémêlable qui, au final, nous fait perdre la nuance des légendes plus anciennes, qui sont, elles aussi déjà, un agrégat de plusieurs histoires ou plusieurs versions, ne nous voilons pas la face. Voile, bateau... Tais-toi et continue l'histoire. Donc, commençons par Davy Jones.
Ce n'est pas le capitaine du Hollandais volant. En fait, on ne sait pas d'où vient ce nom. Il y a bien une expression marine, The Davy Jones Locker, le coffre de Davy Jones, qui désigne simplement le fond de l'océan, là où finissent les hommes morts en mer. Être envoyé dans le coffre de Davy Jones signifie casser sa pipe. Casser sa pipe signifiant lâcher la rampe. Lâcher la rampe signifiant plier son pébroc. Plier son pébroc signifie... Oui, c'est bon, ça va, on a compris. Il a bien existé un pirate du nom de Davy Jones qui sévissait dans l'océan Indien au XVe siècle, mais sa réputation n'était pas si ouf que ça, donc difficile de faire un lien direct entre les deux. Le nom pourrait venir d'une déformation d'un nom de démon marin en créole, ce qui expliquerait que Davy Jones soit avant tout considéré justement comme un démon marin. Et, comme vous le voyez, il est bien question d'un coffre, mais pas littéralement, et pas avec un cœur qui bat à l'intérieur. Parlons maintenant du Hollandais volant. Enfin, pas tout de suite. Des vaisseaux fantômes, il y en a des chiers. Dans la baie des Chaleurs au Canada, on a par exemple le navire du pirate Craig, qui par gros temps apparaît en feu, le navire fantôme de Roberval qui glisse silencieusement sur la rivière Saguenay. On a le Caleuche, un grand bateau blanc au large du Chili, d'où on entend venir de la musique et des bruits de fête. C'est là que les morts en mer se retrouvent pour s'enjailler. Au large de la Pennsylvanie, le Princess Augusta apparaît lui aussi en feu. Le Lady Lovibond apparaît tous les 50 ans là où il a coulé. Le Yarmouth, après avoir disparu en mer, est rentré au port tous les ans pendant 60 ans, sous une forme spectrale de plus en plus ténue jusqu'à disparaître. Le Tricolore, qui a explosé en mer et sombré aussi sec, a été aperçu coupant la route de plusieurs autres navires par gros temps, vision consignée dans des journaux de bord. Notez bien évidemment la récurrence du mauvais temps dans les histoires quand même, hein. Et donc dans le lot, nous avons aussi le Hollandais volant. Et son capitaine ne s'appelle pas Davy Jones mais Barend Folk, et en plus c'est pas son capitaine. Marin de la Compagnie des Indes orientales au XVIIe siècle, il était réputé pour faire ses traversées en des temps records. Enfin, plus de 3 mois quand même, hein, mais pour l'époque c'était un putain de speedrun. Et donc, on a dit de lui qu'il volait au-dessus de l'eau, et comme paraît-il il était très moche, ça a rajouté au côté inquiétant du personnage. Même si cette peinture n'est peut-être pas authentique. Sauf qu'un jour, il a disparu avec son navire, sans laisser de traces. Alors, le truc, parce que c'est jamais simple avec les légendes, c'est que c'est lui le Hollandais volant, pas son navire. Mais quand, fin des années 1700, une légende d'un navire fantôme hollandais circule, on lui en attribue le commandement. Et par un navire, je veux dire plusieurs. Non, vraiment, c'est pas simple. Enfin, l'origine de la légende n'est pas simple, mais elle s'explique simplement. À cette époque, les Néerlandais et les Anglais dirigent le game sur les mers. Donc, quand un bateau coule et donne naissance à une légende, c'est l'un ou l'autre. Et on peut considérer facilement que la légende du Hollandais volant est un agrégat de petites légendes de vaisseaux fantômes hollandais, sur lesquels on greffe Barend Folk en capitaine. Mais si on connaît cette légende plus que les autres, c'est surtout grâce à Wagner qui s'en inspire pour son opéra Der Fliegende Holländer. J'aurais volontiers utilisé cette musique comme bande-son pour cette vidéo, ça aurait été raccord, mais j'ai trop peur de me faire claim, donc je préfère garder ma musique qui fait peur et je vous invite à aller écouter ça quand vous aurez le temps, parce que c'est du Wagner, donc ça dure plus de 2 heures. Wagner s'inspire donc de la légende la plus répandue à cette époque. Un navire hollandais est coincé au cap de Bonne-Espérance par une tempête. L'équipage supplie le capitaine de chercher un abri, mais celui-ci préfère s'enfermer dans sa cabine pour fumer et picoler. La tempête allant en s'aggravant, le capitaine défie le ciel de couler son navire. Une forme lumineuse se matérialise alors à bord, devant l'équipage terrorisé. Le capitaine, fin beurré, lui balance des noms d'oiseaux et lui tire dessus. Mais son arme lui explose dans la main. Une voix désincarnée annonce alors « Puisqu'il te plaît tant de tourmenter les marins, tu les tourmenteras, car tu seras le mauvais esprit de la mer. Ton navire apportera l'infortune à ceux qui le verront. » Sympa pour l'équipage. Et donc, Wagner connaît cette légende qu'il associe avec un récit où un capitaine fantôme doit naviguer pour l'éternité pour racheter l'amour d'une femme,
mais sans trop bosser dessus. Mais en 1838, il fait un voyage vers l'Angleterre et une terrible tempête oblige le capitaine du navire à faire escale dans un fjord norvégien. Wagner entend alors les cris et les chants des matelots qui lui font l'effet d'un électrochoc et qui deviendront les chants des marins maudits de son opéra. Opéra qui raconte donc ceci. Le vaisseau du capitaine Daland, pris dans une tempête, voit approcher un navire entièrement noir avec des voiles rouges. Notez encore une fois les liens avec les films Disney. Le capitaine du vaisseau fantôme se désespère de son sort, à savoir d'errer à jamais sur les océans, parce qu'il a blasphémé un jour lors d'une tempête. Mais son ange gardien lui accorde de toucher terre une fois tous les 7 ans, et s'il a la chance de trouver une femme capable de l'aimer jusque dans la mort, il pourra alors mourir, et son équipage avec lui, trouvant ainsi enfin le repos. Disney, tout ça. En abordant le navire du capitaine Daland, le Hollandais, pas spécialement belliqueux, lui demande si, à tout hasard, il n'aurait pas une fille à marier. Daland répond par l'affirmative et le Hollandais la demande en mariage avec pour dot les immenses richesses qu'il transporte. Daland accepte. « Ma chérie, pendant mon absence, j'ai promis de te marier sans te demander ton avis à un marin zombie. Fais tes valises, vous partez demain. » Non mais en vrai, le féminisme, on s'en fout parce qu'on est chez Wagner. En effet, à terre, Senta, la fille de Daland, connaît très bien la légende du Hollandais. Elle l'obsède même au point qu'elle a peint un portrait du marin à partir de sa seule imagination. Et quand son père et le Hollandais franchissent le pas de la porte, Senta se rend compte immédiatement qu'il est l'homme du tableau. Le capitaine Daland fait sortir tout le monde, laissant le Hollandais et sa fille seuls, et les deux se promettent un amour indéfectible. Donc ça va. Sauf que Senta a déjà un promis, Eric, qui, quand il apprend qu'elle va se barrer avec un marin zombie, est moyen chaud. Le Hollandais aperçoit Eric en train d'essayer de convaincre Senta de rester, et pense alors qu'elle est en fait, comme ses précédentes tentatives de trouver l'amour, infidèle. Il décide donc de repartir sur son navire, seul, pensant que son sort est vraiment d'errer sur l'océan pour l'éternité. Le voyant partir, Senta se jette à l'eau pour le rejoindre et se noie. Elle meurt donc par amour pour lui, ce qui le libère de sa malédiction, et le Hollandais, son équipage et Senta montent au paradis. Voilà l'histoire la plus répandue du Hollandais volant avant l'intervention de Disney. Mais t'étais pas censé nous parler de vrais vaisseaux fantômes à la base ? On va pouvoir attaquer maintenant. Vous connaissez l'expression « ville fantôme ». Rien à voir avec des revenants, des zombies ou des spectres, ce sont juste des endroits abandonnés et potentiellement lugubres as fuck. Eh ben, les vaisseaux fantômes, c'est pareil. Quoi, c'est tout ? Attends, il y a encore 2-3 trucs croustillants qui arrivent. Imaginez, nous sommes au XVIIe ou au XVIIIe siècle. Un bateau en bois. Une voie d'eau qui s'ouvre ou un incendie qui se déclare, et l'ordre est donné d'abandonner le navire. Mais une fois le ou les canots mis à la mer, le bateau, qui, je le rappelle, est en bois, ne sombre pas complètement et continue à flotter entre deux eaux. Ou bien le feu est éteint par la pluie ou les embruns. Le navire, ou ce qu'il en reste, part alors à la dérive et je vous laisse imaginer la vision d'effroi que ça peut représenter pour l'équipage de n'importe quel autre bâtiment qui croiserait sa route au détour d'un banc de brouillard. Ceci n'est pas une tentative sceptique d'explication du phénomène. C'est ce qu'on retrouve dans des journaux de bord de l'époque. Des navires abandonnés, mais qui ensuite ne coulent pas et dérivent, parfois très loin ou très longtemps. Et passé la surprise de croiser une épave, l'effroi des marins vient aussi du fait que c'est un navire à la dérive, et se faire percuter est le meilleur moyen de finir dans le fameux coffre de Davy Jones. On a aussi le cas, pas exceptionnel, où une épidémie de choléra ou de peste se déclare à bord et ratiboise l'équipage, potentiellement déjà affaibli par une alimentation pas très variée, voire même rationnée. On peut donc se retrouver avec des navires qui voguent toutes voiles dehors, mais habités seulement de cadavres en putréfaction.
Ambiance. Et un bateau à la dérive, ça peut rester à flot longtemps. En 1913, pendant une tempête au large du Chili, le Dalgonard se couche sur son flanc. L'équipage est secouru par le 4-mâts français Loire, durant une manœuvre qui fait cas d'école tant c'était un travail de maître. Et ben, même sur le flanc, le Dalgonard va traverser le Pacifique et finir échoué dans l'archipel des îles de la Société, à plusieurs milliers de kilomètres de là. En 1850, le HMS Resolute part, en compagnie d'autres navires, à la recherche de l'expédition Franklin qui a disparu en cherchant un passage au nord du Canada. Il se retrouve pris dans une grande plaque de glace dérivante et le commandant de l'escadre ordonne son abandon alors que son capitaine estime quant à lui que, comme il dérive vers le sud, il finira bien par être libéré des glaces. 5 ans plus tard, le baleinier américain George Henry découvre le navire à la dérive après avoir parcouru presque 2000 km, parfaitement intact. Le capitaine Buddington monte alors à bord avec 13 matelots, en prend le commandement, laissant le baleinier à son second, et le ramène dans le Connecticut. Après remise en état, le navire fut offert à la reine d'Angleterre. Il poursuivit sa carrière jusqu'en 1879, et lors de sa démolition, le gouvernement britannique se servit du bois du bateau pour faire fabriquer un bureau sculpté. Il s'appelle le Resolute Desk, fut offert au président des États-Unis Rutherford Hayes et installé dans le bureau ovale, où il se trouve toujours. À l'arrière, on trouve une plaque en laiton qui retrace l'histoire du Resolute et du bureau. Et y a pas à dire, la vidéo d'aujourd'hui part vraiment dans tous les sens. Et tu parles pas d'astronomie. Et je parle pas d'astronomie, n'oublie pas de mettre un pouce rouge et de te désabonner. En octobre 1931, le Baishimo est pris dans les glaces au large du Canada et abandonné. 38 ans après, en 1969, il est aperçu dans les glaces de la mer de Beaufort. Ceci est la photo raisonnablement creepy d'un vrai vaisseau fantôme. Le tsunami de 2011 emporte au large le chalutier japonais Ryo Unmaru. Et voici la photo, encore un peu plus creepy, d'un vrai vaisseau fantôme. En 2013, le vaisseau de croisière décrépit Lyubov Orlova est perdu par son remorqueur qui l'emmenait au démantelage. Un vide juridique empêche d'en faire quoi que ce soit et depuis, il dérive sans feu ni aucune lumière dans l'Atlantique Nord. Et ceci est donc la photo carrément creepy du parfait décor d'un film d'horreur. Vous en voulez encore ? Voici le Sam Rataolangi, localisé la dernière fois en 2009 et retrouvé en 2018, échoué sur un banc de sable, sans équipage ni marchandises à bord. Creepy sur 20. Le navire était a priori en route vers le Bangladesh pour finir dans un site de démantèlement illégal. Mais qu'est-il advenu de son équipage ? Mystère et poil de couille. En parlant de ça, nous allons finir sur quelques histoires mystérieuses parce que je sais que c'est ce que vous aimez. Le vaisseau fantôme légendaire le plus célèbre est le Hollandais Volant, mais le vaisseau fantôme réel le plus célèbre est le Marie Céleste. Le Marie Céleste est un brick. Et même si étymologiquement ça n'a rien à voir, je trouve ça quand même couillu de donner à un type de bateau le nom d'un truc pas vraiment fait pour flotter. Le navire quitte donc New York le 7 novembre 1872, chargé d'éthanol. À son bord, le capitaine Benjamin Briggs, son épouse Sarah, leur fille Sophia et 7 autres membres d'équipage. Le 4 décembre, le timonier du Dei Gracia aperçoit un navire approchant en zigzagant. Son comportement et la position étrange de ses voiles fait dire au capitaine que quelque chose ne va pas à bord, et il décide d'approcher et d'envoyer 2 matelots jeter un œil. À bord, personne. Le gréement est endommagé, des voiles manquent, le compas a été fracassé, le navire a un peu d'eau dans la cale mais rien d'insurmontable, les effets personnels de l'équipage sont là, le navire est globalement en ordre, il ne manque que le canot et l'équipage qui a manifestement quitté le navire en urgence. La dernière entrée du journal de bord date de 9 jours auparavant. Elle indique que le Marie Céleste se trouvait alors à 74 km de là.
Plusieurs explications furent avancées, dont une mutinerie à bord, mais aucune trace de violence n'a été relevée, un acte de piraterie, ce qui est un peu débile vu que la marchandise et tous les objets de valeur étaient à leur place, une arnaque à l'assurance, mais ça ne tenait pas la route non plus parce que l'assurance contractée sur le navire n'était pas à la hauteur des pertes subies. Quoi qu'il en soit, un événement a poussé l'équipage à abandonner le navire à la hâte. Leur canot s'est ensuite très probablement perdu en mer et le navire est parti à la dérive. En octobre 1883, la goélette Le Cousin, un luxueux yacht long de 20 mètres, apparaît à l'embouchure de la Columbia. Le lendemain matin, le navire est aperçu à 3000 au large par temps clair et calme, faire volte-face et foncer toute voile dehors vers le rivage avant de s'échouer sur un banc de sable. Des secours sont immédiatement envoyés, mais à bord, personne. Le repas est servi à table, des pommes de terre cuisent encore en cuisine, aucune trace de désordre à bord et le canot est à sa place. On ne saura jamais ce qui est advenu des 5 membres d'équipage. En janvier 1921, la goélette Carole Deering est découverte échouée sur un banc de sable, toute voile dehors, au large de la Caroline du Nord. Là encore, on trouve un repas prêt à être servi, 2 chats, mais personne à bord. Les effets personnels des matelots avaient disparu et des indices laissaient penser que le capitaine avait été démis de ses fonctions. Là encore, on ne saura jamais ce qui est advenu de l'équipage. Bon. Maintenant qu'on s'est accordé sur le fait que les vaisseaux fantômes sont une réalité, parlons du problème qu'ils posent. En effet, un navire à la dérive représente un danger pour la navigation, aussi bien il y a 300 ans qu'aujourd'hui. À la fin du 19e siècle est donc créé le Bureau hydrographique de Washington, un service, entre autres, chargé de répertorier les vaisseaux fantômes. Devant le nombre croissant de rencontres dangereuses, l'administration américaine décida la construction en 1908 de l'USCGC Seneca, un navire destiné à les repérer et à les couler. Aujourd'hui, cette tâche incombe à la Navy et on a par exemple des images du Ryu Unmaru en flammes en train d'être coulé par la marine américaine à coups d'obus 76. Et je voudrais finir cette vidéo là-dessus. Il a existé un navire dédié à la chasse et à la destruction de vaisseaux fantômes. Et cette tâche existe toujours aujourd'hui. Prenez 2 secondes pour vous demander si chasseur de vaisseaux fantômes est pas le boulot le plus badass de l'univers. Prenez le temps d'y réfléchir, et en attendant, n'oubliez quand même pas de lever les yeux au ciel, et d'être astronogeek. À la revoyure.